Salut Oscar, merci d'être là pour parler de ton travail. Tu travailles dans l'animation 3D, mais tu as aussi un parcours en animation 2D depuis pas mal d'années maintenant. Donc comment est-ce que tu as commencé l'animation comment est-ce que tu as découvert l'animation traditionnelle déjà au départ? Bonjour Benjamin, content de te voir. C'est un peu loin. J'ai commencé dans l'animation 2D Mhm. un peu par hasard. En fait, j'étais entouré dans ma famille, il y avait des gens qui travaillaient dans le domaine de la peinture, de l'art. Et je croisais un artiste qui m'a, entre guillemets, embauché comme apprenti Ouais. un peu à l'ancienne, pour les donner un coup de main, pour préparer des toiles, pour préparer des peintures, des choses. Et un jour, j'arrive à son studio et je découvre qu'il y a trois, quatre personnes à travailler sur des tables avec des lumières Mhm. et des papiers et à dessiner des personnages. Et en discutant avec eux, ils travaillent apparemment sur une série de télévision. C'est là que je vois ça. Je dis, ah oui, c'est possible de Ouais. faire ça. Voilà, c'est le moment que je découvre que le dessin animé, il est produit comme ça. J'étais très jeune, hein. J'avais 15 à peu près. Ok. Juste après, passer un an à aller donner un coup de main comme intervallisateur et tout ça. Et je vois que dans ma ville originaire, à Séville, il y avait un cours d'animation 2D. Et c'est là que j'ai commencé à apprendre de l'anime. Et juste après, la personne qui a fait le cours d'animation, il a créé un studio d'animation pour faire des séries. Et je travaillais avec eux 5 ans dans la 2D, donc Ok. une expérience très sympa, mais voilà, le classique, la traditionnelle sur papier et avec des ordinateurs très anciens à faire des line tests, image par image. Ouais. Et quand quelque chose ne marchait pas, tu prenais tes 40 dessins et tu faisais des boules à la poubelle. Voilà. C'est comme ça, les CTRL Z, Ouais. c'était comme ça, boule de papier, bing. Ça m'a endurci un peu Mhm. dans la façon de travailler et surtout la façon de planifier mes shows Oui. d'animation, car j'y vais plus direct. Parce que c'est vrai que moi, par exemple, bon, j'ai pas eu de formation d'animation, mais j'ai appris un petit peu à animer, mais directement sur ordinateur. C'est vrai que ça a peut-être un côté plus facile, si on peut dire, dans le sens où on peut modifier les choses et tout. Et on a peut-être tendance à expérimenter plus, parce qu'on peut plus faire de fautes, Oui, mais on a peut-être moins la méthode directement, c'est vrai. c'est très direct. Ouais. C'est ça quand tu découvres des logiciels comme Toon Boom ou comme TV Paint ou là maintenant c'est Calipeg. Mm. Euh, c'est des logiciels qui sont tellement directs. Comme tu dis, tu fais des expériences, tu testes, tu fais une pause, ça marche pas, CTRL Z et tu fais une autre. Et tu dis, ah, ça marche, mais le bras à gauche, Ouais. peut-être que légèrement plus haut. Et là, tu les découpes avec ton pinceau, tu les découpes et avec l'outil transformation, tu vas faire une rotation légère et tu les réajustes. Et tu n'as pas besoin de grand chose. Nous, pour te dire un exemple, je faisais un cycle de marche, imaginons des 20 images, 20 dessins, sur place. À l'époque, sur papier, je faisais des photocopies Ouais. de tous mes dessins, car imagine que j'avais besoin de faire une translation de mon personnage vers la porte. Alors, je fais une fois le cycle, dessiner Mhm. des photocopies et découper. Chaque image, je la découpais et je faisais des lignes avec des distances parfaites Ouais. pour caler mes pieds. Et je déplaçais mes photocopies une par une, collées sur un papier, pour obtenir tout ce déplacement, tout le déplacement du personnage d'une façon vraiment traditionnelle, artisanale. Tu vois, là maintenant, c'est hyper simple. Là, tu fais ton cycle et après, outil de transformation et tu fais glisser ton personnage Et voilà. Mais tranquillement. finalement c'est pareil, c'est juste
la méthode plus pratique et sur ordinateur, mais en vrai, la technique est exactement la même en fait. C'est juste Oui, qu'on le concept, automatise c'est un le peu plus, même. quoi. Ouais. Et justement, le fait d'apprendre sur papier, ça, en tout cas pour l'animation 2D, parce qu'ensuite on va parler beaucoup de 3D, mais ça apprend aussi à gérer son trait et à dessiner. Et c'est un truc qui me semble très important de savoir dessiner, même de façon fixe en fait, pour pouvoir ensuite savoir Oui, choisir les ouais, ouais. poses, savoir tracer correctement et tout. Donc toi, tu as un parcours qui est traditionnel déjà au dessin au départ, quoi. Oui, 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 à la base, oui. Après, même, j'ai développé un peu cette côté. J'avais fait Beaux-Arts. Mhm. Et du coup, mon parcours des formations, il était lié au dessin, à la peinture, à la sculpture. J'ai pas fait une vraie école d'animation quand j'ai commencé dans l'anime. D'accord. Mon apprentissage, c'était presque sur place. Après, plus tard, oui, je fais des formations de 3D pour vraiment rentrer dans l'univers 3D. Ouais. Mais, mais c'est vrai que cette base traditionnelle des dessins, et si bien c'est pas la clé pour tous les animateurs, on sait bien qu'il y a des animateurs qui dessinent pas et qui animent super bien Mhm. en 3D. Je pense que c'est comme une espèce d'outil, c'est comme si tu as un plugin Ouais. dans le logiciel 3D, c'est ton plugin dessin et tu l'utilises juste pour planifier, pour comprendre mieux certaines poses et comprendre comment il réagit un muscle si on part Mhm. d'animation réaliste avec des créatures. Ouais. Imaginez bien comment, comme la tension d'un muscle, ça va créer un volume différent sur les épaules, par exemple. Et ce genre de choses, je pense qu'avec les dessins, tu vas un peu plus direct à cette compréhension, Ouais. mais c'est pas forcément le besoin. Car je sais qu'il y a des gens qui pensent que le dessin, il n'est pas du tout nécessaire. Et, Ouais, c'est ça. honnêtement, si tu es curieux, si tu observes bien, C'est surtout aussi de savoir comment l'image se compose, de comprendre les différents plans, parce que ça reste de la 2D oui, au final, quoi. Il y a une histoire de oui, et composition ça, d'image avec la Ça, caméra. c'est vraiment un truc important car si tu travailles dans l'animation des jeux vidéo et c'est un jeu vidéo avec des caméras et tu peux voir tout en 3D, bien sûr, il faut aussi réfléchir dans tous les angles. Mais, mais en cinéma, dans la télévision, tu fais une image 2D à la fin. Donc, il faut pas jamais oublier la silhouette, la ligne d'action du personnage. C'est le genre des choses qui est vraiment, il aide les spectateurs à comprendre qu'est-ce qui se passe dans les scènes. Ouais. Tu vois. Mais pour revenir au dessin, moi personnellement, je pousse les gens toujours à dessiner. T'as pas besoin de faire une chapelle 16. Mhm. Ouais. C'est juste l'utiliser pour comprendre des volumes, la position de ton perso et structurer bien les idées. Ouais. Et en fait, à MPC, avant de partir à Micros, avant du confinement plutôt, Mhm. et on avait installé dans le département d'animation, on avait installé tous les jeudis soirs, on faisait un espèce de cours de dessin et on s'est réunissait tous les animateurs dans une salle et t'as pas besoin même d'avoir des modèles live. Nous, on utilisait une web Mhm. qui permet de montrer des images Ouais. comme des références et on projetait ça dans un grand écran et tous les animateurs avec ces carnets commençaient à dessiner et on travaillait ensemble pour améliorer les skills, tu vois, pour améliorer la capacité de comprendre bien la pose, la proportion, les structures et on discutait beaucoup entre nous pour nous entraider. Mhm. J'ai eu des retours des collègues qui vraiment ça les aide et Mhm. qui continuent à l'utiliser dans son quotidien, Ouais. qui prend des références et que certaines images clés de l'action, ils les redessinent juste pour comprendre mieux comment ils vont faire la pose en 3D. Ouais, carrément. Et qu'est-ce qui t'a fait arriver dans le côté 3D en fait? Parce que tu étais un peu parti pour devenir animateur, dessinateur. J'ai eu au début un blocage avec la 3D Mhm. car quand j'ai
commencé à toucher cet univers de 3D, c'était à l'époque de... C'était 1994, Mhm. 95. C'était Ouais. l'époque des Toy Story, premier film. Je l'avais vu au cinéma avec mes amis et on s'est dit, ah punaise, ça c'est impressionnant, Ouais. on peut faire de l'anime 3D. Et là, on a commencé à tester. On a voulu, tous les collègues animateurs 2D, on a voulu apprendre un peu ça. Mhm. Et on a commencé un cours d'infographie de 3D généraliste sur Max. Et, mais on n'obtenait pas les mêmes résultats. Ouais. Et ça nous a découragé un petit peu. Je me disais, peut-être la 3D, c'est pas tellement qu'est-ce que je cherche. C'était juste qu'à l'époque, la 3D, elle n'était pas assez développée pour nous. Mais tu vois, même si j'ai eu un blocage, j'ai continué en parallèle un peu. Ouais. J'ai vu que les choses s'amélioraient par rapport les rigs, par rapport des techniques qui permettaient de rajouter des modificateurs, des contrôleurs pour rajouter un peu plus de flexibilité sur les bras, sur les blend shades pour le facial. J'ai continué dans la 2D, mais beaucoup plus tard, j'ai fait quelques productions en 3D. Et c'est surtout, j'ai eu un déclic avec un petit cours d'animation en ligne avec iAnimate. J'ai eu un professeur, Jacob Gardner, qui est un animateur de DreamWorks. Mhm. Et, et il nous a montré beaucoup de techniques qui m'ont donné les pistes pour traduire l'animation 2D à la 3D. Tu m'as parlé du fait que tu as travaillé sur Gravity et je me demandais un petit peu comment ça s'était passé. Parce que est-ce que c'était ta première grosse production ou est-ce que tu en as fait d'autres avant? Comment est-ce que tu es arrivé à arriver à ce niveau-là en fait Je finalement? pense qu'en 3D, c'était... Bon, j'avais bossé avant à Madrid, Mhm. sur Planète 51, mais le Ah jeu oui, vidéo. J'étais dans le département des jeux vidéo. ok. J'ai eu une belle expérience là-bas, c'est avec des collègues. Mais c'est vrai que la première grande production VFX sur laquelle j'ai travaillé, c'était Gravity. Mhm. Et en même temps, c'est un cas spécial, car il ne se ressemble pas du tout à les restes des productions VFX que je fais Ouais. plus tard. D'abord, par rapport au réalisateur, que c'était Alfonso Cuarón. Évidemment, c'est un totem du cinéma. Et même, il avait l'expérience avec les studios de VFX, car Ouais. il avait fait Les Prisonniers d'Azkaban Mhm. avant, avec Framestore. Et je pense qu'à partir de là, il a fait cette collaboration avec Gravity. Et du coup, l'histoire, c'est que lui, il n'est pas trop habitué à l'animation. Il ne pensait pas à la quantité de travail qu'il y avait derrière. Ouais. Et la seule chose qu'il avait en tête, c'était d'obtenir la réalité directe. Il voulait voir des astronautes vraiment dans l'espace. Et il avait testé plein de choses, j'imagine, pour faire de la capture, mais ça marchait pas. Tu sais, des acteurs avec des câbles Mhm. accrochés pour essayer de créer cet effet qu'ils flottent dans l'espace. Donc, c'était pas crédible. Et évidemment, tu vas pas envoyer les acteurs à l'espace. Donc, ils sont décidés de capturer juste la tête à l'intérieur du casque et refaire tout le reste en CG, en 3D. Mais c'est un truc qu'on sait pas forcément ça. Quand on voit le film, on pourrait se dire qu'il y a seulement, enfin qu'il y a beaucoup d'effets spéciaux, mais pas qu'il y a que la tête qui est filmée. Moi, quand j'ai vu les making-of, je voyais que les acteurs étaient en combinaison avec du matériel. Mais tout ça, en fait, c'était juste pour le tournage, mais ensuite tout est effacé, Ouais, quoi. Ouais, c'est ouais, impressionnant. ouais, c'était, ouais, j'étais aussi impressionné quand j'arrive là-bas et je vois les live action, l'image réelle Mhm. filmée. Il était dans une salle en blanche avec des costumes, mais même pas trop réalistes. C'était des costumes un peu moyens Ouais, et un casque. Et le casque, il avait la vraie forme avec des tiges, des tiges pour capturer la position du casque à l'intérieur. ouais. Et du coup, c'est ça qu'ils sont récupérés en 3D, le mocap de la position. Et tout le reste,
il y a un département qui s'appelle le département des conforts qui a récupéré toutes les données du casque, de la position du casque, Mhm. et il a installé ça dans les scènes 3D avec des rigs du corps. Ils sont attachés le plane où on voit la tête Ouais. avec des corps en 3D. Et c'est à partir de là que nous, on a animé. Mais vraiment, on avait la tête du personnage, le personnage en T-pose, Ouais. presque. Et à partir de là, on a utilisé beaucoup des références des vrais astronautes. On avait une belle librairie d'animation des astronautes de la NASA. On n'avait pas des tonnes, non, Mhm. des références, mais on avait quelques-unes. Et à partir de là, on a recréé nos animations. Et c'était surtout, pour moi, c'était un changement des mentalités totales. Car pour moi, animer un personnage qui s'accroche à une barre, et moi je trouve que c'était juste une pose ici, une qui sert, Mhm. et comme ça on bouge. Et le niveau de détail, il était au point de ton animation, elle est nickel, mais à partir de là, rajoute les détails. Ouais. Et j'étais étonné la première fois. Je dis, mais quel détail tu veux dire? C'est Je déjà rajoute. fini. C'est déjà fini? Ah non, non, mais là, regarde, là, il faut accrocher la main. Après, serrer les doigts pour donner l'attention de que le personnage il s'accroche vraiment. Après, quand tu pousses, tes doigts ils glissent un peu. Et il y a une petite imperfection dans le poignet quand tu tournes le bras. Et je découvre que, effectivement, pour l'animation réaliste, tu dois créer une animation fluide, correcte. L'anatomie, le posing, tout va bien. Et à partir de là, il faut rajouter cette couche de détails, des micro-imperfections. Quand tu fais un mouvement avec ton bras, et en animation feature, en animation cartoon, tu veux un arc parfait. Ouais. Nous, en réaliste, en animation VFX, très souvent, on a besoin de polluer le arc. Car nous, dans la réalité, on Mhm. ne fait pas des arcs parfaits partout. Ouais. On fait des micro-mouvements, des choses qui ne sont pas exactes, qui sont un peu aléatoires. Du coup, c'est ça qu'ils cherchent dans l'animation réaliste. Mais c'est ça qui est le plus difficile peut-être parce que c'est là qu'on remarque une animation 3D qui est trop visible et on remarque que c'est pas une vraie personne. C'est quand c'est trop lisse. Certains films, des fois, tu vois des effets spéciaux, des mouvements que tu dis, mais c'est quoi ça? C'est super bizarre. Ça, c'est à cause aussi, comme je te disais, Gravity, pour moi, c'était un peu un cas spécial car le délai de travail, il était énorme. Mhm. Et je passais des semaines et des semaines sur quelques frames d'animation pour obtenir exactement qu'est-ce que le réalisateur il voulait. Et le budget, il était large. Ouais. Oui, oui, c'était un film assez cher. C'était pas une équipe énorme Mhm. en animation. Du coup, je pense il avait un bon budget pour payer cette équipe à long terme. D'accord, je vois. Mhm. Ça a changé un peu le jeu en VFX. Je pense qu'ils ont accéléré beaucoup les choses, ils sont pressés un peu trop. Mhm. Et ça se voit. Quand un film, il a beaucoup d'effets spéciaux, mais très peu de temps pour le faire, évidemment, la qualité, elle est là. Tu peux pas faire Ouais. de la magie. Des fois, ça que c'est un peu compliqué, c'est que les animateurs, ils travaillent chacun dans un shot, ils s'enchaînent les shots, et évidemment, si tu vois d'une façon globale la séquence Mhm. complète, des fois, c'est pas constant. Ouais. Il y a une chose qui me plaît de certaines productions, c'est que il y a des superviseurs qui préfèrent donner des shots en chaîne, on va dire, Mhm. suivis, aux différents animateurs. Comme ça, au moins, tu as deux, trois shots travaillés par les mêmes animateurs et c'est plus facile à garder cette raccord des mouvements Oui. et ça les facilite les choses aux superviseurs pour gérer globalement le flow de l'animation. Si tu as justement trois ou quatre plans à faire en même temps, enfin l'un à la suite de l'autre, est-ce que ça arrive que ce soit une seule et même scène, donc un seul et même gros fichier, et qu'ensuite tu as différents axes de caméra et que tu fais ton mouvement? Ou est-ce que tu dois toujours travailler uniquement par rapport à la vue de la caméra? Enfin,
Comment est-ce que tu gères ça? C'est super cette question. Ouais, ouais, ça nous arrive des fois Mhm. de travailler tout dans la même scène, vu que c'est un mouvement assez compliqué. Ouais. Et après, utiliser différentes caméras. Oui, car en plus en 3D, en animation réaliste, les caméras, des fois, ils sont placées physiquement dans le vrai espace. Ça veut dire que peut-être qu'ils ont fait un scan 3D d'une Mhm. chambre Ah oui. et ils ont placé les différentes caméras, tu vois. Donc, ça nous permet d'installer une animation 3D complète et Mhm. après faire comme un découpage avec les différentes caméras. Ouais. Et ensuite, peut-être réajuster par rapport à la caméra s'il y a quelque chose qui va pas super bien dans cet angle des caméras. Des fois, on réajuste. Mais c'est vrai qu'on utilise pas mal cette histoire des scènes multicam Mhm. pour faciliter les choses. C'est plus vraiment dans l'animation uniquement, mais j'avais vu, c'était dans le making-of de Transformers 3, je crois, que la scène avait été faite et qu'ensuite Michael Bay il avait une caméra dans un espace, une sorte de hangar comme ça, et qui tournait autour et il filmait la scène qui était déjà faite en 3D en fait. Est-ce que tu as déjà eu affaire à des choses comme ça ou pas? Non, Non? j'ai pas travaillé comme ça. J'ai travaillé sur Transformer. Michael Bay, il avait utilisé la technique LiDAR, Mhm. la technique de scanner l'environnement en 3D. On obtient un vrai environnement 3D, plus ou moins. C'est pas parfait, mais Ouais. ça permet de gérer beaucoup de choses. De gérer depuis le tracking de la caméra pour placer bien les personnages sur l'image réelle Mhm. jusqu'à intégrer la lumière sur les personnages par rapport à la lumière de l'image réelle. Mais nous, en Transformer, on a travaillé juste effectivement avec un tracking de l'espace, Mhm. mais on animait les personnages directs. Et j'ai pas vu Michael Bay faire ce genre de l'utilisation des caméras virtuelles, Ok. mais sûrement il a fait dans un shot. Je pense que c'était pour une scène très particulière où il voulait avoir vraiment la main sur la caméra, sur un combat C'est particulier. possible. Ça ils l'ont fait sur les Rois Lions, Mhm. la version CG. Et en fait, ils ont travaillé pendant un bon moment à faire presque tout le film en prévis, Ah je ouais. pense, comme une espèce d'animation basique. Et après, les réalisateurs, ils ont utilisé la technique des caméras virtuelles pour trouver les angles des caméras et Ouais. les mouvements qui les plaisent. Encore une fois, ça fait économiser au studio. Mhm. Ça fait qu'il obtient exactement le mouvement des caméras qu'il veut. Et, et après, c'est tout calé. Tu vois. Ouais. Il arrive au département d'animation et les caméras, elles sont déjà fixées et tu touches rien. Tu fais juste ton animation 3D et ça va marcher. Sinon, normalement, les gens qui s'en occupent des caméras, c'est le département des layouts, Ouais. service. De plus en plus, là, on a des studios qui font que de prévis. C'est top. Quand tu arrives en production et les prévis, ils sont bien faits, Mhm. euh, tu te régales car les choses, ils sont claires. Et Ouais. tu vas dire, t'animer ton personnage. Mais c'est pas toujours le cas. Des fois, le prévis, il n'est pas clair ou il n'est pas exact. Donc, il faut refaire tout. Même ça nous arrive des fois en animation de devoir donner un coup de main dans la caméra. Mhm. C'est logique aussi, car quelqu'un en prévis, il ne peut pas prévoir tous les changements des performances, par exemple, d'une créature. Ouais. Et imaginons qu'une créature, elle rentre dans le cadre, elle glisse, et elle va de ce côté, après elle continue à courir. Et peut-être que quand elle glisse, l'énergie, elle le fait glisser un peu trop proche Mhm. de l'edge, le bord du cadrage. Ça, c'est quelque chose que les gars des prévis, ils ne vont pas prévoir. C'est impossible. Donc, suivant, tu finis ton animation et ça revient au département de layout pour réajuster la caméra Mhm. et la peaufiner. Très, très souvent, ça c'est aussi un truc sympa, c'est qu'ils filment en 8K Mhm. et ils croppent un petit peu l'image, Ouais. toujours. Pour avoir une espèce de marge autour pour l'équipe des compos, pour
justement pour l'équipe de layout pour la caméra. Pour ceux qui seraient intéressés par regarder ce que c'est la prévise, il y a 2 vidéos sur YouTube, si elles y sont encore. Il y en a une qui montre comment est-ce que ça a été fait sur la Guerre des Mondes, qui était un des premiers en 2005 à faire vraiment des prévises complètes. Et donc il y a ça, et il y en a un autre sur, c'est le making-of de Star Wars, le deuxième Clone Wars. Donc ces trucs-là sont intéressants à voir, et c'est encore une fois un métier auquel on pense pas forcément, et qui existe, et qui peut peut-être plaire à des gens. Il y a tellement de métiers. Ouais. Pour moi, layout, c'est un département, c'est comme tous les départements. Des fois, les gens, ils pensent que, je sais pas, au modeling, texture, Mhm. animation et lighting, mais il y a des départements qui sont un peu plus, des fois, invisibles, mais moi, je trouve que c'est pas juste. Ouais. Car pour moi, un bon département de layout, il fait de la magie. Euh, ou un département d'animation technique, Mhm. il fait des trucs, des fous. Ils font des simulations, des choses qui tu te dis. Moi, des fois, je fais des animations qui sont super plates, qui disent rien, mais dès qu'ils rajoutent un petit peu de simulation sur les oreilles, Mhm. un peu de fleshiness qu'on appelle d'organicité sur le visage, là d'un coup, le personnage il est vivant. Et j'ai envie de dire, bon, peut-être que c'est plutôt l'animateur technique qui m'a fait le boulot, car mon shot, c'était juste un chien qui irait avec les yeux comme ça, c'est super simple. C'est une chaîne, mais que là, chaque élément, il est nécessaire. Mais c'est vrai que par exemple, les plans de Transformers qu'on voit dans ta démo, c'est, quand on dit être animateur, c'est vraiment juste le mouvement, mais il y a tellement de choses qui sont rajoutées par-dessus. Et comment ça marche sur des choses aussi complexes, parce qu'il y a tellement de choses qui se passent sur un Transformers. Et toi, qu'est-ce que tu as visuellement, et comment est-ce que tu fais pour faire chaque étape de l'animation en fait? Qu'est-ce que tu as comme information? Ça dépend de la production. Mhm. Et dans le cas des Transformers, c'est ALM. Et quand j'arrive à ALM Londres, je découvre des rigs impressionnants. Ouais. Encore une fois, un département super top, les riggers. Et ils ont fait un truc que je n'avais jamais vu. C'est des niveaux de détails en rig, mais très détaillés, on va dire. J'ai vu dans des autres productions des niveaux de détails. Alors, ça veut dire un modèle rig blocking. Mhm. Il a juste les contrôleurs basiques pour bouger le, le, le corps, les bras, le basique. Et après, un niveau animation avec plus de détails, des doigts, et après, un niveau facial. Ouais. Mais dans le cas des Transformers, on avait comme 5 niveaux de détails. Et du coup, le dernier, on ne l'utilisait pas nous. Mhm. Euh, le dernier, c'était les niveaux animation technique, les éléments internes du corps Ouais. du robot, par exemple. Et dans le cas de voir un robot qui lève les bras, et on voit les éléments internes, des câbles, Mhm. des leviers, des petites pièces qui se déplacent en même temps, que tu as l'impression qu'elles sont vivantes, Ouais. qui participent au mouvement. Tout ça, c'est en partie automatisé et en partie retouché par des animateurs techniques. Et le résultat qu'on obtenait, il était super détaillé. Donc ça, concrètement, Transformer, c'était assez particulier. Il avait plusieurs étapes d'animation. J'ai eu des scènes avec 400 robots Transformers assez bagarrés, à glisser dans la cathédrale quand ils tombent. Et à la base, quand tu ouvres une scène comme ça, euh, bon, il faut dire aussi qu'on avait des stations de travail assez puissantes, qu'on Ouais, j'imagine. pouvait travailler avec une quantité énorme de polygones et tout ça. Quand tu as beaucoup de personnages et trop de détails, ça commence à être dur de Ouais. travailler dans les scènes. Donc, et pour ça, on avait les différents niveaux de détails en rig. Et en plus, c'était super facile à switcher, juste à cliquer Ouais. un niveau ou l'autre et il switchait rapidement, il changeait un rig pour l'autre. C'était une belle expérience. J'utilisais des robots à Transformers et après, je m'amusais à Ready Player One avec le Mega Godzilla Ouais. euh, de Ready Player One.
Et je me demandais justement, on a parlé un petit peu de référence tout à l'heure, mais quand tu animes une créature par exemple qui ressemble vachement à un chien, tu sais que tu peux prendre un chien comme référence, mais pour un robot, tu te bases sur des humains, j'imagine, vu que c'est des Oui, humains finalement, quoi. oui, 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 oui. Ouais. Pour les robots, on faisait pas mal, on s'est filmé nous-mêmes Mhm. beaucoup. Mais après, on utilisait un peu l'édition pour freiner un peu le mouvement à certains moments. Et, mais bon, ça, c'est juste la base de body mécanique que tu utilises et après, tu retouches en timing. Ouais. Car évidemment, les mouvements que je peux faire, si je donne un coup de poing comme ça, je peux le faire moi-même, mais pour donner l'impression de la dimension d'un Mhm. robot géant, les poids et tout ça, mais il faut forcément changer le timing et trouver un peu cet effet visuel des lourds, des Mhm. costauds, des géants. Mais on utilisait des vraies références et c'est un truc que j'ai regretté un jour. Ouais. Car, je me rappelle que j'étais en train de me filmer moi-même à faire une roulade que j'ai utilisé pour un shot qu'il y a Megatron qui est dans Stonehenge Mhm. et il est en train de tirer partout, il y a des robots autour de lui. Et là, j'ai essayé de faire un mouvement et mon collègue Fernando, il était en train de me filmer. Je fais la roulade et je reste par terre et il commence à rigoler, mais en fait, je m'avais blessé. Ouais. je m'avais, je m'avais fait mal d'un côté à la côte. Elle n'était pas cassée. Je fais une radiographie. Mais en fait, je m'avais blessé un peu les muscles de ce côté et je ne pouvais pas rire. Ouais. Je ne pouvais pas rigoler. Et à chaque fois que j'allais rire, j'avais mal. Laissez-moi faire. Attention à prendre des références vous-même, des cascades. C'est ça, C'est ouais. L'animation, c'est dangereux. C'est dangereux des fois, hein. C'est pas que faire des golden poses. Je rigole, mais au moment, j'ai Oui, eu mal, j'imagine, hein. ouais. J'étais 2 semaines, et j'étais KO. Donc, des fois, c'est mieux de chercher sur Internet, sur YouTube, un gars qui fait des trucs cool, Mhm. que tester à le faire toi-même. Ouais. Car tu sais, tu dois venir à travailler, hein. Et ce qu'on fait aussi, c'est composer des références. Ça Ouais. veut dire que tu as besoin d'un chien qui court, mais après, on a besoin qu'il glisse d'un côté. Donc, peut-être que tu trouves un chien qui court super bien dans l'angle des caméras que tu as besoin. Tu prends ça, mais peut-être la glissade, elle vient d'un autre vidéo. Mhm. Donc, tu composes avec un cadre, il n'y a pas de souci. La seule chose, c'est essayer de matcher peut-être la position des pattes pour que au moins la référence, elle te serve à jongler dans l'animation. Ouais. Justement, là, il y a un truc que j'aime beaucoup parler de ça, c'est d'utiliser des comportements des animaux Mhm. pour faire des choses qui un peu inattendues. J'avais deux shots de Little, il y avait une girafe qui porte un garçon sur le cou. Elle court, elle arrive à un pont et le pont il est cassé. Ouais. Et elle doit lancer avec la tête, avec le cou comme ça, elle doit lancer le garçon dans l'air et pour le faire sauter. Et là, tu te dis, cherche une référence d'une girafe qui lance quelqu'un comme ça. Non, tu vas pas trouver, c'est impossible. Ça, c'est la partie un peu curiosité de l'animateur. On est tout le temps à regarder des films, Mhm. des documentaires, des choses qui nous inspirent. Et au début du show, j'avais regardé beaucoup de choses sur les girafes et j'avais trouvé les combats des girafes Ah ouais? que ça, c'est quelque chose qu'on ne voit pas souvent. Si tu cherches giraffe fight ou quelque chose comme ça, tu vas voir. C'est bizarre comment ils se tapent. Ils se tapent avec les petits cornes qui sont Mhm. là, mais pour se donner un bon coup, et ils font un espèce de comme Ouais. un fouet. Tchoum. Et du coup, c'est là que j'ai trouvé l'inspiration pour construire ma référence, car quand même, il fallait faire quelque chose de réaliste. Mhm. Alors, dans mon cas, la girafe, elle doit courir freiner
Et le freinage, je l'ai trouvé dans un autre shot, dans un autre vidéo. Et après, lancer le garçon. Donc, j'ai récupéré du combat ce mouvement avec la tête. Ouais. Alors, j'ai composé avec 3 références différentes. C'est ce qu'on appelle utiliser des comportements animaux pour faire des performances, Oui. pour créer ta performance. Et que ça reste crédible parce que c'est basé sur une réalité, quoi. Voilà. Donc, physiquement, le mouvement, il est crédible. Et ça fait l'affaire. Et comment tu organises justement ton travail si tu sais que, je ne sais pas comment ça marche, est-ce que chaque semaine tu as un plan différent, est-ce qu'il y a des plans qui prennent seulement quelques jours? Et comment est-ce que tu définis, je vais passer tant de temps à faire une recherche, ensuite tant de temps à faire le blocking, tant de temps à faire les détails? C'est en fonction aussi du temps que tu as pour faire le shot, mais Ouais. normalement, quand tu reçois un shot, d'abord, tu as un briefing, tu as le superviseur qui t'explique qu'est-ce qu'il veut, et ensuite tu fais une recherche. Et en VFX, très très souvent, la première chose qu'on fait, c'est passer une journée à chercher des vidéos références, à étudier le shot. Et quand tu trouves des vidéos références, tu composes les différentes vidéos références, on montre souvent ça, on présente ça au superviseur. Dans un daily, dans une réunion, et ils vont voir le shot et tu montres ta vidéo référence. Et tu dis, regardez, ça c'est qu'est-ce que j'ai trouvé et comment j'aimerais obtenir ça. Mhm. Et à partir de là, le superviseur, il va te dire, écoute, ça marche bien, ce mouvement, il est cool, fais attention à cette transition, qu'il soit un peu plus long. On a besoin de focaliser sur ce mouvement. Donc, essaye de focaliser sur cette idée, préparer la base. Et ensuite, on fait des blockings. Mhm. Et cette blocking, normalement, il est assez rapide, car les blockings en VFX, pratiquement, tu fais que copier ta référence très vite et la montrer pour voir qu'est-ce que ça donne dans ton personnage, le concept de la vidéo référence. Une fois que tout le monde est satisfait un peu avec le concept, on commence à faire des splines, à rajouter des détails. Et voilà, encore une fois, ça dépend du délai. Normalement, tu as le temps de faire un travail. Après, des fois, ça devient un peu plus long. Mhm. On commence à montrer au réalisateur et on commence à regarder les détails du shot. C'est des détails qui prennent longtemps à retoucher. Et c'est ça qui fait rallonger un peu le délai de travail. Mais la première base, elle arrive très vite. Et on a aussi une étape qu'elle est nécessaire en VFX et que des animateurs un peu plus débutants, ça l'embête un petit peu, mais il faut comprendre que le processus, que la façon de travailler, elle est comme ça. Mhm. C'est qu'on envoie ça au département, on envoie notre animation finale après de beaucoup de travail, de beaucoup d'efforts. Ouais. Tu envoies ça au département d'animation technique. Elle commence à simuler les muscles, les poils, Mhm. les éléments additionnels. Et d'un coup, on voit que ta jambe, ta patte, les coudes, ils rentrent un peu dans la mèche. Ouais. Tu ne voyais pas ça dans ton modèle de rig. Là, ils vont te demander normalement de reprendre le shot et retoucher ce genre de détails. Ouais. Ça, c'est quelque chose que il y a toujours un peu la polémique, car ça embête toujours quand tu as fait des semaines de travail et ça revient le shot avec un détail comme ça, tu dis, ah mince. Mais c'est nécessaire, Ouais. c'est obligé, car pour que le résultat final il soit nickel, il faut des fois retoucher les détails. Tu as eu à animer des Dalmatiens sur Cruella, donc un film réaliste, et Clifford sur un film d'animation 3D. Donc comment est-ce que tu approches Oui. ces deux différentes choses? Dans les deux cas, c'est un chien. Il y en a un qui est réaliste et l'autre qui est plus cartoon. L'approche entre Clifford et Cruella, c'est qu'en Cruella, on fait des animations des Dalmatiens et des autres types de chiens Mhm. réalistes, d'une façon que l'objectif, c'est ce qu'on appelle un peu l'animation invisible.
Ouais, C'est que d'un coup, on a le personnage, l'acteur, avec un dalmatien à côté, et c'est un vrai dalmatien, ok? ouais, Mais on a un shot après d'un autre personnage, et on revient au même shot, on voit l'acteur, mais le truc, c'est qu'on voulait que le dalmatien irait à droite, par exemple. mhm, Mais dans l'image réelle, ils n'ont pas obtenu ça. Alors, il enlève la tête réelle de ouais, l'image et on met une tête 3D, que c'est un scan de la tête du chien. Et du coup, on fait les mouvements qu'on a besoin pour le storytelling, pour mhm. raconter l'histoire. Il y a quelqu'un qui arrive de ce côté. Du coup, on a besoin que le chien y regarde. Si tu vois les deux shots, c'est assez difficile de voir si c'est un vrai chien Ouais, ou un faux. Et l'objectif de ton animation, c'est vraiment que personne ressent que c'est de l'animation 3D. Et dans le cas de Cruella, il faut dire que le travail de pré-production, il est énorme. ah oui, Quand ils ont filmé des tonnes et des tonnes de vidéoréférences des Dalmatiens, que c'était les vrais Dalmatiens du film, à faire plein de choses qu'on a utilisées comme ressources pour animer. À Clipboard, on a fait de l'animation réaliste, mais à la base, c'est un chien qui est géant. oui, Ça n'existe pas dans la réalité. Et en plus, c'est plus jeunesse. On a besoin de créer une complicité entre la fille et les ouais, chiens. Il y a beaucoup de détails. Alors là, on a fait des animations réalistes, mais des fois, on a exagéré surtout l'expression du chien. Humaniser le facial. ok, Tu vois, comment à essayer s'il est triste, tu sais, tu regardes un chien, il est triste, il est content, il a la même tête. ouais, Je comprends les gens que j'ai eu des chiens aussi, et on essaye de les donner des sentiments à son visage, mais c'est pas vrai. ouais, Il faut... Les chiens, ils te donnent pas des expressions faciales très claires. Ils ont des gestes corporels et des comportements qui t'indiquent les moods, mhm, mais c'est pas les mêmes que les humains. ouais, Mais nous, dans ce genre de film, on a besoin d'amener un petit peu le côté humain sur les chiens. Léger, hein, très ouais, léger. C'est pas comme les cartoons qu'on fait des oh, mais c'est des petits gestes, les sourcils légèrement un peu plus courbés comme ça pour lui donner l'impression qu'il est triste quand il regarde la fille. mhm, C'est genre des détails. Par contre, je suis là dans un projet Future Film et c'est des vrais personnages un peu plus cartoon. mhm. Et là, oui, là, on fait vraiment quand on a besoin d'exprimer des choses, le facial, il est comme des humains. Ouais. On fait des gestes cartoon, oh, yeah. Hmm. Et tu essayes de créer tout ça avec les sourcils, la masque, la bouche. Et ça, encore une fois, un chien, il peut pas le faire. Mais dans le cartoon, on a les codes de style, il est comme ça. Il est amener le personnage au côté humain. Et c'est vrai que t'as des expériences dans les deux domaines, du coup, tu as à la fois des humains réalistes et des animaux réalistes, mais aussi des choses plus cartoon. Et à un moment donné, je pensais que c'était vraiment, tu te spécialisais dans quelque chose. Au tout début, quand je me renseignais sur la 3D, j'avais l'impression que quelqu'un qui fait des créatures, il va faire des créatures et que c'est difficile de passer d'une chose à l'autre. Et plus je discute avec des animateurs 2D ou 3D, plus je vois qu'en fait, tu peux aller sur différents types de projets, différents types de studios. Est-ce que tu as des choses à dire là-dessus, justement, sur le fait de passer d'un projet à l'autre dans des styles différents et tout ça? Je pense que ouais, c'est ça. Et tu vois de plus en plus des animateurs, comme tu dis, qui sont capables de sauter d'un style à l'autre Mhm. et s'adapter rapidement. Et je pense que c'est des animateurs qui sont compris qu'on a des codes de style, on a des méthodes différentes. Et Ouais. une fois que tu as compris ça, c'est une question de travailler ton animation avec les workflows, la façon de travailler adaptée à les styles. Et par exemple, je te disais, moi, quand je travaille en VFX, 90% de ce que je fais, c'est à partir d'une référence que j'ai Mhm. trouvée sur YouTube ou que je me suis filmé. Ouais. Mais quand j'y vais au cartoon, 90% de ce que j'essaye de me filmer moi-même,
ça marche pas. Oui, Et j'ai des exemples des animateurs qui se filment et ils sont des vrais personnages cartoon. C'est impressionnant. Tu oui, regardes ça et tu dis, mais c'est incroyable, le gars, il est parfait, il faut juste copier qu'est-ce qu'il a fait. Mais moi, quand j'essaye de faire ça, euh, ça marche pas exactement comme je veux. J'utilise plutôt le dessin. J'essaye de me structurer mon anime avec des thumbnails, avec des micro-dessins, mhm, et qui me permet aussi en même temps de planifier le lip sync, des fois quand il y a des dialogues, et de trouver mes pauses importantes de l'action, et les pauses charniers qu'on appelle pour changer de mood, pour oui. changer d'expression, de dire il est content et d'un coup il est triste. Tu vois, ces genres d'éléments, j'ai plus de facilité à les trouver en dessin. C'est de trouver, par exemple, quelqu'un qui dit Hey, c'est moi. Oui. Le Hey, t'as besoin juste d'un dessin comme ça. Hey, et après, c'est moi. Il y a deux dessins, Oui. vraiment. Deux dessins clés qui t'indiquent le geste. Et après, si tu veux détailler un peu, tu structures ton action et dire de cette pose à cette pose, j'ai besoin d'un breakdown au milieu. Donc, hey, c'est moi. Et il y a un breakdown ici. Par contre, tu veux un truc plus linéaire ici. Oui. OK? Donc, ici, tu n'as pas besoin d'un breakdown. Peut-être tu as besoin juste d'une intervallisation. Donc, tu fais ce genre de structure. Après, à partir de là, tu rajoutes des hold poses. Ça veut dire Mhm. que quand tu arrives à cette pose, tu arrives, mais tu n'arrêtes pas le personnage. Tu fais juste avancer un petit peu pour freiner ton personnage ici. C'est léger, mais ça fait que le mouvement, il est vivant. Et après, on revient à la pose suivante. Oui. Tu vois, on essaye de créer ça. Et pour moi, utiliser des dessins pour planifier ça, c'est beaucoup plus simple. En quelques traits, tu arrives à mettre une pause et puis c'est. Oui, Ouais. ouais, et même jongler, et me dire, là, j'ai besoin de le faire assez long. Et je peux regarder sur le logiciel 3D ma piste Mhm. d'audio, et voir que le hey, il arrive dans le frame 12. Oui. Alors, je me dis, de la pose A à la pose B, j'ai 12 frames à faire. Mhm. Alors, je vais freiner un peu le personnage là-bas. Donc, je peux arriver dans le frame 10 et après freiner en 400 frames. Tu Ouais. vois? Hey! Tu vois? Ouais. Et tu vas créer ce freinage et tout ça, tu peux le planifier même sur papier. Et comme ça, quand tu arrives au shot, tu fais un blocking, mais super rapide. Oui, parce que tu as passé quelques temps avant à tout faire, quoi. Oui. Voilà. Tu as tout dans ta tête, tu as réfléchi et tu arrives et tu as juste à faire ton posing et à placer un peu le timing et même jongler un petit peu avec des offsets Ouais. jusqu'à obtenir le résultat. Est-ce que tu aurais quelque chose à dire, à conseiller ou quoi à quelqu'un qui voudrait se lancer dans l'animation 3D en particulier? Des sortes de leçons que tu as apprises et que tu aurais bien aimé savoir avant? Je pense que même si c'est un cliché, euh, et même si je dis qu'il y a des très bons animateurs qui dessinent pas du tout, Mhm. euh, j'insiste que dessiner, c'est un outil qui va te pousser. Il Ouais. va te pousser, pas seulement dans l'animation, hein. Si tu es modéleur, pareil, dessiner, c'est quelque chose qui va booster euh, ton travail. Et même pendant que tu apprends la 3D dans une école, si tu t'entraînes beaucoup à dessiner, ça va accélérer ton apprentissage, Mhm. je pense. Je Ouais. suis convaincu. Et analyser les références avec des dessins ou essayer de comprendre les structures du corps humain, l'anatomie animale, c'est des éléments qui vont t'aider énormément. Je pense que le dessin, il est là comme un outil, pas forcément comme ton métier, mais comme un outil. Et d'un côté, cette histoire des dessins et de l'autre, la compréhension de l'anatomie. Ouais. C'est les deux choses
on voit très souvent des gens qui arrivent dans le métier d'animation et qui sont des experts du logiciel. Et ils connaissent super bien, même des fois non, très souvent, ils t'apprennent des choses sur le logiciel que tu ne connais pas et c'est top. Mais quand ils commencent à poser un personnage, les personnages, il a des erreurs anatomiques, des positions, des erreurs des poids, d'équilibre du corps, d'expressivité dans le corps. Ouais. Et si d'abord tu fais un travail de dessin, de compréhension du dessin, et tout ça, tu vas l'appliquer à la 3D. Et ça va booster le résultat. Et tu vois tout de suite, quand quelqu'un il dessine d'un côté, il y a des animateurs très amateurs qui arrivent et que tu vois ces premières posings et tu dis, dans ta tête, tu dis, ce gars, il sait dessiner. Ouais. Et quand tu discutes un petit peu avec lui, tu découvres qu'il a toujours un carnet quelque part et qu'il dessine. C'est top de voir ça, car il arrive très vite et c'est des gens qui, avec beaucoup moins d'années d'expérience, ils obtiennent des résultats top. Et donc, à mon avis, c'est un bon conseil, c'est voilà, dessiner, apprendre sur l'anatomie et être très, très curieux sur l'art et sur le cinéma. Ouais. Il ne faut pas oublier qu'on est dans le cinéma, donc regarder des films classiques, l'acting des personnages, l'acting d'acteurs, et être curieux, tu vois, car tout ça, c'est ton bagage, c'est tout ce que tu mets dans ton sac d'expérience, des références artistiques, c'est ce que tu vas appliquer dans l'animation. Donc voilà, restez curieux dans le domaine et dessinez beaucoup. Voilà, c'est notre conclusion. Merci beaucoup d'avoir expliqué tout ça. Il y a plein d'éléments pour tous ceux qui veulent apprendre la 3D et savoir un peu comment ça marche dans les grosses productions aussi. Donc je te remercie vraiment d'avoir pris le temps de venir partager ça avec nous. Et puis je te dis à bientôt peut-être pour d'autres sujets. Avec plaisir. Merci beaucoup.